Nouvelles héroïnes. Avant de devenir une jeune femme qui traverserait des pays à pied, à vélo, en stop, avant de tendre le pouce au bord des routes d'Amérique du Sud ou d'Asie, et d'apprendre à dormir seule sous une tente dans le désert, avant d'oser quitter un travail que beaucoup auraient appelé une chance, Juliette était d'abord une petite fille née au bord de l'eau. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassements de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, Juliette, née à Brest un 17 décembre de l'année 1997. Dans une maison que ses parents ont rénovée de leurs mains et de leur courage. La maison de Juliette n'est pas un château. Elle n'a ni tour, ni douve, ni vitraux de princesse. Mais elle a mieux. L'odeur du bois, la chaleur d'une cuisine qui vit, des bibliothèques remplies, des bottes qui sèchent à l'entrée après les promenades et des fenêtres ouvertes sur un ciel breton qui change d'humeur toutes les 10 minutes. En Bretagne, on dit parfois qu'il existe des enfants de la terre et des enfants de la mer. Juliette appartient à la deuxième espèce. Elle est une enfant de la mer. Le week-end, sa famille se rend souvent près de l'océan. Juliette le voit comme des expéditions où elle se prend pour une pirate. Elle ramasse des coquillages pendant les grandes marées, elle soulève doucement les rochers pour chercher les crabes, elle avance entre les flaques comme une Mimi Cracra et quelquefois elle saute dans l'eau parce qu'elle aime ça. Juliette peut rester longtemps à observer les détails. Une algue accrochée à une pierre, la petite bête minuscule qui file de côté, la coquille d'huître, presque parfaite, et la lumière pâle qui glisse sur l'eau, qu'elle se croirait dans un tableau de Monet, mais en fait non, parce qu'à son âge, Claude Monet est aussi connu que le théorème de Pythagore. Dans sa famille, la lecture a une place importante. Chaque semaine ou presque, Juliette revient de la bibliothèque du quartier avec une pile de livres, comme on revient d'un marché avec les bras chargés de provisions. Sauf qu'ici, ce qu'on rapporte à la maison, ce sont des histoires mystérieuses qui lui mettent la chair de poule. Les aventures des orphelins Baudelaire, la guerre des clans ou encore les BD de Lou. Le soir, avant de dormir, ses parents lui lisent toutes ces histoires. « Encore un chapitre, s'il te plaît !»« Un seul », répond sa maman. Après, on éteint. « Mais là, ils vont entrer dans la forêt. On ne peut pas s'arrêter avant la forêt. » Son père rit. « Parce que les histoires importantes n'attendent pas, » dit Juliette. Puis un jour, elle se met à lire toute seule. Et comme Harry Potter qui rentre à Poudlard, quelqu'un vient de lui déverrouiller un passage invisible. Désormais, elle peut partir quand elle veut, sans valise, sans billet, sans demander la permission. Il lui suffit juste de tourner la page. Elle aime les récits d'aventure, les femmes audacieuses, les animaux, les héroïnes qui n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire. Ses parents travaillent beaucoup. Sa maman est infirmière psychologue et son papa électrotechnicien. Elle grandit dans une maison où certaines choses comptent davantage que d'autres. Par exemple, manger des fruits et des légumes qui poussent près de la maison, le marché, la nature, le bio, le respect du vivant, la créativité, le dehors et très très peu d'écran. Uniquement 1 heure le week-end. Dans les années 2000, être écolo n'a rien de tendance. Cela peut même sembler étrange aux yeux des autres. Chez Juliette, c'est simplement une manière de vivre. « Pourquoi nous, on n'a pas les mêmes gâteaux que les copains ?» râle-t-elle parfois. « Parce qu'ici, on essaie de choisir ce qui est bon pour le corps et pour la planète », répond sa maman.
Oui, mais chez les autres, ça a l'air meilleur. Pas toujours, dit son père. Et puis tu verras, comprendre pourquoi on fait les choses, ça aide à les aimer. Dans le salon de la maison, pas de temps englouti dans le clignotement permanent des images de l'écran plat. À la place, Juliette fait beaucoup d'activités manuelles. Joue dans des spectacles de rue, toujours dehors. Elle explore aussi le chant à la chorale, la brasse et le crawl à la natation, des jambes à l'envers au hip-hop, les collages tout pleins de colle avec scrapbooking, la poutre à la gymnastique, les cordes de la guitare et monter à cheval. Juliette, elle cherche, elle teste, elle avance par curiosité, comme si le monde était un grand buffet d'expériences. Quand elle est assise sur les bancs de l'école, elle rêve déjà de monter sur scène pour chanter comme son idole. Sur un air latino, bien sûr. Sur un air latino. Et quand elle ne rêve pas de scène et de paillettes, elle grimpe aux arbres. Elle improvise des parcours d'acrobranche dans son jardin. Déjà une vraie aventurière. L'été, il y a les colonies de vacances. Ces colonies où Juliette aime partir seule, sans ses meilleurs amis, parce qu'elle veut rencontrer du monde. Alors oui, les 2 premiers jours, il y a parfois les larmes pas loin, le manque, l'hésitation. Puis très vite vient l'élan, l'habitude de parler aux autres, le bonheur de devenir, pour quelques jours, une version de soi-même un peu déplacée, un peu plus vaste. Et l'été, il y a aussi la ferme du cousin, les tracteurs, les vaches, les bottes de paille, les bricolages de cabanes et les cannes à pêche fabriquées avec presque rien. Mais, et la rentrée scolaire dans tout ça ? Si elle avait pu, Juliette aurait voulu suivre son propre projet pédagogique à l'école. Celui où la créativité remplace les dictées du matin, où le bavardage serait l'art de raconter des histoires passionnantes pour faire circuler la curiosité. Juliette est déléguée de classe à plusieurs reprises et invente plein de jeux extraordinaires pendant les temps de récréation. Le jour où elle pousse la grande porte du collège, Juliette rencontre Pauline, sa nouvelle BFF. Pauline semble n'avoir peur de rien, ni de personne. Elle dit ce qu'elle pense, elle se soucie peu de plaire, elle est brillante en classe, très forte. Son assurance fascine Juliette. Souvent, nous nous construisons aussi par admiration. Avec Pauline, quelque chose change chez Juliette. Jusque-là, elle était plutôt élève avec des notes autour de 12 sur 20. Et là, elle commence à travailler 2 fois, 3 fois, 10 fois plus. Par contagion, parce qu'on se hisse parfois à la hauteur de ce que fréquentent nos journées. Mais surtout, elles partagent toutes les 2 une passion immense, les animaux. Très vite, elles veulent aider ceux qui sont abandonnés. Et elles se rendent à la SPA, proche de chez elles, pour devenir bénévoles. Pendant 4 ans, Juliette y passe une grande partie de son temps libre. Elle promène les chiens près de la mer, elle nettoie les enclos, s'occupe des chats, des chevaux, elle observe les caractères, raconte aux potentiels adoptants la personnalité de chaque animal, leur tristesse parfois, leurs manies, leurs besoins, leur douceur cachée. Adolescente, Juliette aurait pu choisir 1000 autres manières d'occuper ses mercredis, ses week-ends, ses vacances. Elle choisit de soigner les animaux les plus vulnérables. En parallèle, elle développe aussi une passion pour l'équitation, notamment avec Pauline et une autre amie, Jeanne. Son temps se déroule presque entièrement dehors. La SPA, le club, les chevaux, les discussions, les soins, les groupes d'amis, les journées passées à regarder les cours, à aider, à rester là, sans voir le temps filer. Peu à peu, elle s'intéresse à l'éthologie équine, au travail à pied, à l'observation fine du comportement des chevaux. Le soir, quand elle n'est pas dehors, elle bricole d'autres formes de passion. Elle tient un blog sur ses animaux, elle apprend à utiliser Photoshop, à monter des vidéos,
à fabriquer des images, des textes, des souvenirs. Pour son brevet, elle reçoit un appareil photo et envisage même d'intégrer un lycée d'art visuel. Note aux parents qui écouteraient cette histoire. Il faut prendre au sérieux ces passions d'adolescente, qui semblent parfois partir dans tous les sens. Parce qu'elles dessinent souvent les contours d'une personnalité. Le goût de raconter, de documenter, de regarder, de transmettre, de créer du lien autour d'un sujet aimé. Juliette rêve de devenir comportementaliste animalière, vétérinaire, ou de travailler dans un refuge, un zoo, un lieu où l'on prend soin des animaux. Arrive le lycée, une nouvelle étape, et avec elle, un nouveau déplacement. Juliette choisit une filière internationale espagnole, très sélective, qui n'est pas dans son lycée de secteur. Juliette passe 3 années studieuses, bien entourée, riche de souvenirs. Elle arrête l'équitation, elle passe davantage de temps avec ses amis, avec son premier petit copain, avec ses envies nouvelles. Mais elle garde en elle cette même énergie. Toujours 1000 aventures en tête, toujours l'élan d'entraîner les autres dans ses idées. Mais elle comprend aussi, peu à peu, que ses rêves d'enfance liés aux animaux demandent un profil scientifique qui ne lui correspond pas vraiment. Parce qu'elle aime davantage les matières littéraires, les langues, la philosophie, l'économie, la sociologie. Alors, il y a dans certains renoncements, non pas une défaite, mais une précision. On ne devient pas moins fidèle à soi-même en changeant de forme, on affine. On lui conseille un bac S, parce qu'elle est bonne élève et que cela ouvrait toutes les portes. C'est un conseil qui est si fréquent, souvent dit avec bienveillance, mais qui peut faire oublier une question simple. Quelle porte a-t-on vraiment envie d'ouvrir ? Juliette, elle choisit un bac ES, économique et social. Elle prépare une prépa Sciences Po le mercredi en plus du lycée. Elle travaille énormément, sans y être poussée par ses parents. Le désir vient d'elle. Elle s'implique aussi dans des associations aux causes plus larges, humanitaires, les droits humains, l'environnement, la solidarité comme les Restos du Cœur, Amnesty, Greenpeace, d'autres encore. Elle ne veut pas seulement aimer le monde, elle veut être utile pour lui. Elle veut travailler dans une ONG, elle se projette dans l'humanitaire. Son énergie au travail ne lui pèse pas, elle trouve un certain équilibre entre le sérieux des études et la richesse du lien social. Pourtant, même quand on croit savoir où l'on va, la vie aime déplacer les lignes. Et Juliette entre en école de commerce, à l'Institut Mines Télécom Business School, avec l'idée toujours présente de s'y former pour être utile ensuite dans une ONG. Elle devient présidente de l'association humanitaire du campus, elle multiplie les stages, les expériences et découvre des environnements professionnels. Et avec eux, une forme de désillusion. Juliette a l'impression que certaines personnes parlent beaucoup d'écologie dans certains endroits qui se disent protéger la planète, mais n'en font pas assez en vrai. Elle trouve que ça change trop lentement et que les paroles vont plus vite que les actions. C'est difficile pour une jeune personne engagée car elle découvre que les grandes organisations ne font pas toujours ce qu'elles promettent. Une amie lui parle alors d'une grande entreprise, dynamique, rapide, avec des possibilités d'action plus vastes. Peut-être, pense Juliette, qu'essayer de changer les choses de l'intérieur aura plus d'impact que de travailler dans une petite structure. Peut-être qu'il est possible de mettre sa conscience au service d'un système plus grand. À Paris, Juliette entre dans une vie que beaucoup auraient jugée réussie, avec un CDI. Contrat à durée indéterminée dans une grande entreprise qui commence par M et finit par un T et qui a été lancée par désormais l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, en prime dans une ville pleine d'opportunités. Le matin, Juliette travaille dans le numérique éducatif. Elle aide des professeurs et des établissements à penser des projets digitaux à grande échelle. Et le soir, elle milite pour l'environnement. Elle fréquente des milieux totalement différents. Juliette a l'impression de mener une double vie. Elle est corporate le jour, militante la nuit. Et elle sent un écart entre ses convictions écologistes et l'environnement dans lequel elle travaille. Comme si elle devait se découper pour tenir dans le costume qu'on attendait d'elle. À cela s'ajoute autre chose, plus intime encore.
Elle commence une relation avec sa première petite amie. Et tout le monde autour d'elle ne le sait pas encore. Un autre masque donc, une autre retenue, un autre morceau d'elle qu'il lui faut protéger ou cacher selon les contextes. Et tout doucement, sans prévenir, alors que Juliette fête ses 23 ans, un rêve de petite fille vient frapper à la porte. Ce rêve, c'est d'aller en Australie. Ce rêve n'arrive pas de nulle part. Sa passion du voyage s'est nourrie au fil des années, avec des voyages au Costa Rica ou à Los Angeles. Mais cette envie d'aller en Australie arrive au moment où le monde avait lui-même décidé d'arrêter de tourner avec le Covid et le confinement. Le monde ralentit brutalement, les avions restent cloués au sol. Les frontières se ferment, les villes se murent dans le silence pour la plus grande joie de la nature, enfin libre de respirer sans pollution. Juliette se retrouve confinée chez ses parents. Et comme beaucoup de gens, elle a soudain du temps pour penser et lire. Elle se renseigne davantage sur l'impact du transport aérien sur l'environnement. Elle lit, compare, découvre des chiffres qui la choquent. L'avion, qu'elle considérait jusque-là comme son petit plaisir coupable, prend une autre dimension. À la fin du confinement, elle prend une décision importante. Elle ne prendra plus l'avion, sauf urgence ou nécessité impérieuse. Pour Juliette, cette décision entre aussitôt en collision avec son grand rêve d'aller en Australie. Oui, parce que l'Australie, c'est une île du Pacifique à 15 000 km de la France et de Juliette. Au début, Juliette se dit « Et pourquoi pas le train ?» avec le transsibérien par exemple. La guerre Russie-Ukraine rend cette option impossible. Juliette continue de réfléchir et une idée commence à germer. Et si j'allais jusqu'en Australie à pied et en stop ? Et si, tant qu'à faire, je ne m'arrêtais pas à l'Australie ? Et si c'était un tour du monde ? Quand Juliette annonce son idée autour d'elle, beaucoup n'y croient pas. Cela semble un peu trop grand, trop flou, trop dangereux, trop ambitieux et surtout trop loin. On pense sans doute à une lubie de plus, à un rêve suspendu qui finirait par céder devant la réalité. Mais Juliette, elle, continue d'y revenir. Attends, à pied ? Et en stop, oui. Mais Juliette, c'est immense. Je sais. Et dangereux ? Peut-être. Et tu partirais seule ? Juliette prend une seconde avant de répondre. Oui, parce que j'ai l'impression que si je n'y vais pas, quelque chose en moi va s'éteindre. Ce qui est intéressant dans son histoire, c'est qu'elle n'a pas foncé tête baissée du jour au lendemain. Elle a laissé le projet grandir. Elle en a parlé assez peu au début, justement parce qu'elle avait peur qu'on l'arrête avant même qu'il ait pris forme. Elle savait que les autres poseraient des questions, qu'elle n'aurait pas toutes les réponses, que ces questions pourraient l'épuiser ou la décourager. Quand elle prend finalement la décision de démissionner de son CDI tout confort, elle se laisse 1 mois pour préparer son départ. Financièrement, elle a économisé pendant ses années de travail. Et dès que l'idée s'est imposée, elle avait restreint sa vie parisienne, rendu son appartement, vécu chez des amis, vendu des affaires, réduit ses dépenses, serré son budget. Elle a prévu de partir avec un budget minuscule, 10 € par jour au maximum. Elle compte sur le stop, l'attente, l'hospitalité, couchsurfing, des volontariats. Elle sait aussi qu'en Australie, un visa vacances-travail pourrait lui permettre de travailler pour enflouer ses caisses. La veille du départ, ce 3 février 2023, Juliette essaie de monter sa tente dans le jardin avec son amie Sonia. Les grandes aventures ne commencent pas avec quelqu'un qui maîtrise tout. Elles commencent souvent avec quelqu'un qui s'en mêle un peu, recommence, rit nerveusement, puis finit par y arriver. Nouvelles héroïnes. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.